je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2014. Ensemble, si vous le voulez bien, nous allons continuer à vivre ou revivre chaque semaine les temps forts de l'actualité du bassin méditerranéen. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter en Tunisie. Il y a 3 ans, le pays ouvrait une nouvelle page de son histoire avec la destitution du président Ben Ali. Aujourd'hui, la Tunisie se dote d'une nouvelle constitution. On y revient dans un instant. On fera également le bilan des mariages homosexuels en France, l'occasion pour nous de voir comment évoluent les mentalités et comment ces unions sont considérées. En Corse, vous verrez, ce n'est pas si simple. Enfin, je vous propose de découvrir l'un des joyaux de la Méditerranée, le massif de l'Estérel dans le Var, un endroit unique par sa lumière et ses couleurs éclatantes. Pour commencer, faisons un point sur le conflit syrien. François Hollande, lors de sa conférence de presse mardi dernier, a promis de tout faire pour obtenir la libération des 6 otages français, parmi eux les 4 journalistes toujours retenus en Syrie. La Syrie, où de très nombreux Français étrangers font le choix d'aller combattre le régime de Bachar el-Assad au nom de ce qu'ils pensent être le djihad, autrement dit la guerre sainte. Le décès d'une vingtaine d'entre eux a déjà été confirmé. Nicolas en fait partie. Ce jeune Toulousain de 30 ans avait rejoint un groupe salafiste. Il a trouvé la mort dans un attentat kamikaze. Sa mère témoigne aujourd'hui une parole rare. Ils étaient partis à 2 dans un camion bourré d'explosifs. Et puis ils ont foncé dans le tas, ils sont morts. Voilà. Nicolas Bons, 30 ans, est décédé dans la région de Homs. Tout comme quelques mois plus tôt, son jeune frère Jean-Daniel, 22 ans, qui lui aussi était parti en Syrie pour combattre aux côtés des djihadistes les plus radicaux. En juillet, ils ont même posté ensemble cette vidéo sur YouTube. C'est Nicolas Bons qui s'exprime. Je suis votre frère à Allah, Abou Abderrahman. Je suis français, de père français et de mère française. Du passé de ce djihadiste déterminé, il ne reste que l'accent de Toulouse. Car avant, c'était un jeune Français à la vie plutôt banale, élevé dans une famille d'origine catholique, mais non pratiquante. Je ne les ai forcés au niveau religieux en rien, quoi. Voilà. Moi, je suis athée, j'y crois pas. Moi, je crois que le Dieu, c'est on le porte dans nous. Parents divorcés, études médiocres, petit boulot, quelques ennuis avec la justice. Et puis, par relation, Nicolas commence à fréquenter une mosquée radicale de Toulouse. Au début, cette mère, retraitée de l'armée française, observe cette conversion avec circonspection. Il fumait plus, il sortait plus, style en boîte, boire, les filles, tout ça, c'était même trop à mon goût, parce que je lui disais, mais la religion c'est une chose, mais bon, il faut que tu penses à ton avenir, et c'est pas parce que tu crois à l'islam que t'as pas le droit de faire ta vie, de rencontrer quelqu'un, de te marier, d'avoir des enfants. Et puis au printemps dernier, il disparaît avec son demi-frère. Dominique apprend que son fils est parti faire la guerre. C'est un choc, c'est un grand choc. Pour elle, commence une longue attente avec la peur au ventre. On est des mamans quand même, c'est difficile tout ça pour nous, quoi. Et voilà, ce qui est triste, c'est que bon, la religion ou l'islam a été plus fort que l'amour d'une maman. Même si mon fils m'aimait, je suis sûre qu'il m'aimait beaucoup. Aujourd'hui, elle veut se battre pour les pères et les mères qui, comme elle, ont attendu ou attendent encore le retour de leur enfant. Il serait 200 jeunes Français partis se battre en Syrie. Rendons-nous à présent en Tunisie, où on fêtait mardi dernier le 3e anniversaire de la chute du président Ben Ali. Vous le savez peut-être, l'Assemblée est en passe d'adopter une nouvelle constitution, un texte qui est une avancée puisqu'il prévoit l'égalité homme-femme, mais également la liberté de croyance. Reportage Sam Assoula et Raphaël Durosel. Les tapis à l'effigie de Ben Ali ont été ressortis pour le plaisir d'être foulés une fois encore. 3e anniversaire de la Révolution, mais les femmes tunisiennes savourent aujourd'hui une autre victoire. L'égalité entre les hommes et les femmes vient d'être inscrite dans la Constitution. On a craint pour nos droits, pour nos libertés, et je n'ai pas arrêté d'être dans la rue pour en fait garder nos droits et les améliorer. Une pression constante contre la majorité islamiste qui voulait que la femme soit le complément de l'homme. Dans la foule, une femme entourée de gardes du corps
c'est la veuve de Chokri Belaïd, farouche opposant aux islamistes, assassinée il y a 1 an. Cette militante féministe garde la tête froide, mais salue ce principe d'égalité unique dans le monde arabe. C'est pas mal quand on pense au débat il y a 9 mois et 1 année, on est plus ou moins, c'est bon. Des débats houleux qui se déroulent dans cette assemblée chargée d'écrire la constitution tunisienne depuis 2 ans maintenant. Une assemblée dominée par les islamistes qui voulaient utiliser la loi islamique comme source de droit. Cette députée les a combattus pied à pied. On a insisté pour qu'il y ait une protection des droits acquis. Qu'il ne puisse pas y avoir un retour en arrière, par exemple sur la contraception, l'avortement. Et la Constitution va plus loin. Parité homme-femme, liberté de croyance et de culte, la loi islamique a été écartée. Depuis 2 ans, cette jeune femme ne quitte plus les bancs de cet hémicycle. Observatrice pour une ONG, elle consigne tout. La Tunisie, en fait, est en train de montrer au monde entier, malgré l'accouchement en fait, difficile de cette constitution, qu'une démocratie est possible dans le monde arabe. Les islamistes au pouvoir depuis 2 ans ont, semble-t-il, préféré faire des concessions plutôt que de risquer de subir le sort des islamistes en Égypte. Et justement, en Égypte, il est également question de constitution. La population était appelée aux urnes cette semaine pour approuver ou non le texte. Et là encore, l'égalité homme-femme y est inscrite. Mais la différence avec la Tunisie, c'est que le principal parti islamiste, les Frères musulmans, a tout simplement été interdit par les militaires qui ont repris le pouvoir. Le oui devrait donc l'emporter massivement, un référendum qui s'apparente plus à un plébiscite pour le général Abdel Fattah el-Sisi, le nouvel homme fort du pays qui ne cache plus ses ambitions présidentielles. Les déploiements militaires et policiers ne surprennent plus personne au Caire, surtout quand s'ouvre un scrutin. Les Égyptiens sont appelés aux urnes pour se prononcer sur une nouvelle constitution. Elle doit remplacer celle promulguée il y a 1 an par les Frères musulmans, destitués depuis par la rue et les militaires. Je suis venue pour dire oui à la Constitution et oui au général Al-Sisi. Mes enfants disent que je me trompe, mais je veux que ce soit lui le président de l'Égypte. Aucun suspense. Le oui va l'emporter puisque les Frères musulmans le boycottent. Le référendum lance surtout le général Al-Sisi vers les élections présidentielles. Celui qui tient déjà de fait le pouvoir en Égypte a déclaré à demi-mot sa candidature contre les Frères musulmans et les libéraux. Ce référendum est un semblant de démocratie. Le régime actuel va à l'inverse du mouvement qui a fait bouger l'Égypte. Ce vote trompe le peuple. Des images furtives témoignent que des partisans des Frères musulmans et du président déchu Mohamed Morsi ont manifesté. Des bilans évoquent 7 morts. Le véritable enseignement de ce référendum sur la Constitution sera à lire dans le taux de participation. Dans une Égypte revenue de son printemps, qui aspire désormais à retrouver l'ordre. Un mot à présent sur la santé du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Il a regagné discrètement Alger jeudi après-midi après un court séjour à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. De sources officielles algériennes, sa santé est bonne. Il était hospitalisé pour des contrôles médicaux. Direction Israël à présent, où avaient lieu lundi les obsèques d'Ariel Sharon. L'ancien Premier ministre est décédé le week-end dernier à l'âge de 85 ans après 8 ans de coma. Une personnalité très controversée, héros de la nation pour certains Israéliens, criminel de guerre pour les Palestiniens. Le récit de Stéphane Hilario. Le cercueil d'Ariel Sharon porté jusque sur le parvis de la Knesset, le Parlement israélien, pour un dernier hommage. Des milliers d'anonymes ont tenu à venir saluer la mémoire de celui que la plupart ici considèrent comme un héros de la nation. Ariel Sharon était mon commandant lorsque j'étais dans l'armée. C'est un héros pour moi.
Sharon aura été de toutes les guerres d'Israël, 1948, 1967, 1973, mais son nom restera à jamais lié au massacre des camps de réfugiés de Sabra et Shatila au Liban en 1982. Des milices chrétiennes y massacrent alors 1 millier de Palestiniens sous le regard passif d'Israël et de son ministre de la Défense. Un temps discrédité, Sharon reprendra la main à la faveur d'une provocation, une visite sur l'esplanade des mosquées, un des lieux saints de l'islam. C'est le début de la seconde intifada. Il est alors élu Premier ministre. Mais en 2004, à la stupéfaction générale, le bulldozer, comme on le surnomme, rend Gaza aux Palestiniens et entame la décolonisation des territoires occupés depuis 38 ans. Avec cet accord, Israël ne restera pas dans tous les lieux où elle se trouve. La relocalisation des colonies sera organisée. Nous définirons une nouvelle ligne de sécurité efficace. Un virage à 180 degrés vers la paix qui n'améliorera pas l'image de Sharon chez les Palestiniens, qui le considèrent avant tout comme un criminel. En Cisjordanie et à Gaza, des scènes de liesse ont accueilli l'annonce de sa mort. Tous les prisonniers, les familles des martyrs et tous les Palestiniens sont ravis de la mort de ce boucher. Selon sa volonté, Ariel Sharon a été inhumé dans son ranch du désert du Negev au sud d'Israël, aux côtés de sa seconde épouse, Lily. Le reste de l'actualité du bassin méditerranéen cette semaine a été marqué par l'ouverture jeudi du procès à La Haye des assassins présumés de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri. Les suites du dossier Costa Concordia avec le déplacement de l'épave du paquebot et le projet d'extension de Monaco sur la mer avec la révélation de l'entreprise choisie pour réaliser ce chantier pharaonique. Un tour d'horizon préparé par Stéphanie Larion. 9 ans après les faits, le procès des assassins présumés de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri a débuté jeudi à La Haye en l'absence des 4 suspects, tous membres du Hezbollah. Un procès qui s'annonce long et à l'issue incertaine car malgré des années d'enquête, il apparaît difficile, faute de preuves tangibles, d'établir la culpabilité des accusés et donc de leurs commanditaires. Rafik Hariri a été tué le 14 février 2005 par l'explosion de plus de 2 tonnes de TNT au passage de son convoi à Beyrouth. 22 autres personnes avaient été tués dans cet attentat ciblé qui entraînera 2 mois et demi plus tard le retrait des troupes syriennes qui occupaient le Liban depuis 29 ans. L'imposante silhouette de l'épave du Concordia devrait disparaître avant l'été prochain du paysage de l'île du Giglio. Le remorquage du navire pourrait avoir lieu en juin. Reste maintenant à attendre de meilleures conditions météo pour installer les nouveaux caissons qui amélioreront la flottaison du navire et permettront son remorquage. Pour ne pas prendre trop de risques, nous ne pouvons pas commencer l'opération avant avril. Le Costa Concordia s'était échoué sur l'île du Giglio le 13 janvier 2012. 32 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage. Le groupe Bouygues a été choisi par le prince Albert II de Monaco pour réaliser son projet d'extension de la principauté, 6 hectares gagnés sur la mer et qui accueilleront dans une dizaine d'années des logements, des commerces et des bureaux ainsi qu'une marina. Première étape, la construction d'une immense dalle sous-marine d'un coût d'1 milliard d'euros prise en charge intégralement par Bouygues en échange d'un droit à bâtir sur une partie de ce nouveau quartier. On en a beaucoup parlé dans ce magazine, la crise de la zone euro et en particulier de la Grèce. Eh bien, paradoxalement, c'est ce pays qui a fait trembler les places financières mondiales qui assume depuis le 8 janvier la présidence de l'Union européenne. Alors, dans quel état se trouve aujourd'hui la Grèce après les plans d'austérité ? Pour nous faire une idée, nous avons retrouvé une famille que nous avions déjà rencontrée il y a 1 an et demi. Dans un quartier résidentiel d'Athènes, nous sommes retournés voir Yorgos et Atina Vatoigios. Nous les avions rencontrés pour un reportage sur l'austérité il y a 1 an et demi. Elle venait de perdre son travail d'assistante dans un cabinet dentaire. Ils m'avaient d'abord passé à mi-temps par manque de budget et ils ont fini par me licencier. 18 mois plus tard, malheureusement, rien n'a changé. Je ne travaille toujours pas. J'appartiens désormais aux chômeurs longue durée et je sais que je ne trouverai rien. Je vois bien sur les sites internet. J'ai atteint l'âge prohibitif. 50 ans. Yorgos, lui, travaille toujours dans une entreprise aéronautique. Il avait déjà perdu 30% de son salaire et assure que ça a encore diminué. Et surtout, le coût de la vie a augmenté. Chaque semaine, si on en avait pour 50 € au supermarché, ça coûte 60 € aujourd'hui.
Tout a augmenté avec les taxes. On est complètement étranglé. Plus moyen de régler la facture de fioul domestique. Cet hiver, il se passe de chauffage. Alors quand on leur parle de la présidence grecque de l'Union européenne, Atina s'agace. Ça coûte 240 000 € par jour pour 125 délégués au quotidien. C'est complètement ridicule. Que voulez-vous qu'on fasse? À l'époque, nous avions aussi rencontré leur fille Pénélope, également au chômage. Pour elle, ça va mieux. Nous l'avons retrouvée ce matin sur le trajet de son travail. Elle a un CDD dans une société d'édition. Après 8 mois de chômage, j'ai pu retrouver un emploi. Je gagne 500 € par mois. Avant, j'avais 360 € d'allocation chômage. C'est à peine mieux. Et Pénélope ne s'en sort pas si mal par rapport à de nombreux Grecs. Le taux de chômage atteint aujourd'hui 27% de la population active et c'est 60% chez les jeunes. Et on reste dans les chiffres pour parler de l'homosexualité en France. L'INSEE a publié son bilan annuel et on apprend entre autres qu'il y a eu un effet mariage pour tous. En 2013, on a comptabilisé 7000 unions entre personnes de même sexe. Alors les mentalités ont-elles évolué sur cette question? Dans certaines régions, vivre ouvertement son homosexualité peut encore s'avérer difficile. C'est le cas en Corse. Unis par le mariage. Ils se disent oui un peu partout en France. Depuis le vote de la loi au printemps dernier, en Corse aussi, on se marie, mais de préférence loin des caméras. Marie a fixé la date. Elle épousera sa compagne en 2016 à Bastia. Cette étudiante de 21 ans en art du spectacle vit son amour au grand jour. À son arrivée à Corté, il y a 2 ans et demi, elle a préféré que les choses soient claires. Dès que je suis arrivée le premier jour dans ma classe, limite je me suis présentée en disant bonjour, je suis mariée, je suis lesbienne. Je pense qu'il faut le dire, l'assumer et ne pas avoir peur d'en parler, parce que dans ce cas-là, si on n'en parle pas, ça devient pas normal et c'est eux qui font que c'est pas normal. Justement, il faudrait le dire pour prouver aux gens que on vit normalement et on peut se marier, on peut avoir des enfants et on peut faire tout ça si on l'assume. En septembre dernier, Émilie a rejoint Marie pour s'installer avec elle. Avant, la jeune femme a vécu sur le continent et aux États-Unis. En quelques mois, ces clichés sur l'île se sont envolés. On évoque plus la curiosité, en fait, plutôt que le dégoût ou le rejet ou ce genre de sentiments négatifs. C'est vrai que je pensais qu'on aurait plus de problèmes, type des remarques dans la rue ou des regards insistants. Et au final, non. Tous n'atteignent pas ce bonheur affiché et assumé. Sur le chemin de certains homosexuels, un obstacle, leurs parents. À 20 ans, ce jeune homme a dû fuir son domicile précipitamment. Son tort, en avoir parlé à sa famille. Avec sa mère, le conflit a été très violent. C'était des pics à longueur de journée, c'était des pics, et puis on en venait pratiquement aux mains. On en est déjà venu aux mains même. C'est ça qui a fait que du jour au lendemain, elle avait un bon prétexte pour me virer. Sa chambre d'hôtel, c'est Sarah et Anthony qui l'ont trouvée. Les 2 membres de l'association Le Refuge prennent en charge l'hébergement des victimes d'homophobie, chassées de chez eux par leur famille. Mais ce n'est pas tout. Un jeune qui vient nous voir ne peut pas rien glander de la journée. C'est pas possible. Voilà. Donc nous, on le pousse à trouver un boulot, à trouver des stages, à trouver des formations, à trouver quoi que ce soit pour qu'il puisse s'assumer et reprendre une vie normale, parce que il mérite évidemment une vie normale. Si l'antenne corse du refuge a été créée en septembre dernier, l'association montpelliéraine est déjà présente dans toutes les grandes villes françaises. Elle existe depuis 10 ans. Aider socialement et psychologiquement les 16-25 ans est une priorité. Chez les jeunes homosexuels, on dénombre 13 fois plus de tentatives de suicide. On a considéré qu'en fait c'était à cet âge-là que les jeunes vivaient encore en général chez papa-maman. Il y a les études, c'est pas encore la vie active, il n'y a pas encore, en général, c'est pas à cet âge-là, beaucoup de jeunes n'ont pas encore de travail. Donc voilà, c'est pour ça c'est une période assez critique. Pour la suite, éventuellement être transféré sur Paris et puis commencer ma vie, quoi.
pas facile de prendre son envol dans une société qui conditionne parfois le rejet des parents. Certains d'entre eux n'acceptent pas l'homosexualité de leurs enfants par peur du regard des autres. C'est le cas du père de cette jeune femme de 25 ans. Heureusement pour elle, sa mère la soutient depuis le début. Tout se passe dans le non-dit et le silence. On est dans des relations subtiles. On va inviter les couples hétéros de la famille au restaurant, on va pas inviter notre fille avec sa conjointe. Le déni se fait autrement, c'est là où de mon point de vue il y a souffrance et douleur. Les fois où on en a parlé, il m'a dit mais je sais très bien que t'as pas choisi et que tu peux pas faire autrement. Après je sais très bien qu'il l'assumera pas et il le criera pas sur les toits parce que c'est très difficile pour lui je pense. Il a honte, malgré lui, mais il a honte. Ça le gêne d'avoir honte, mais il peut pas faire autrement. Les parents de Ludovic n'ont pas eu honte quand il leur a annoncé son homosexualité il y a 10 ans. À 25 ans, cet Ajaccien bien dans sa peau vit en accord avec lui-même. Pourtant, c'est loin d'être le cas de tous ceux qu'il croise en Corse. Il faut cesser de croire que c'est parce qu'on est homosexuel qu'on est coiffeur ou qu'on est danseur. C'est pas vrai. Il y a tellement de personnes qui le sont et qui ne l'assument pas, qui sont en couple, qui l'assument sexuellement mais qui ne l'assument pas au niveau du statut parce que c'est difficile, parce que la Corse c'est ainsi et que peut-être qu'ils vivront cachés. Moi j'ai la chance de pouvoir le vivre pleinement et justement j'aimerais dire aux gens qu'il faut qu'ils passent à autre chose. Il faut qu'on avance. S'ils restent sur ça, il y aura toute une génération de personnes frustrées. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Aucun couple quadragénaire et quinquagénaire n'a voulu témoigner dans ce reportage. Preuve que si la nouvelle génération semble vouloir vivre son homosexualité au grand jour, tous n'y parviennent pas dans la société actuelle. Je vous emmène à présent à la découverte d'un duo d'artistes qui va au-delà de la musique. Souad Massy et Eric Fernandez se sont unis pour une série de concerts uniques. Cette rencontre entre une chanteuse algérienne et un guitariste gitan est une invitation à la réflexion autour de cette période où l'Andalousie était le centre de tous les métissages. Cœur de Cordoue, c'est le nom de cette formation actuellement en tournée en France. Des pas de flamenco pour dire l'Andalousie et la derbouka pour le rythme et l'essence de la musique arabo-berbère. Nous y sommes. La musique arabo-andalouse est née au Xe siècle à Cordoue. Depuis, cet art poétique et musical continue sa vie sans cesse revigoré par de nouveaux compositeurs. C'est qu'il n'y a pas vraiment de style, c'est très libre, puisque déjà dans le chant et dans le jeu de guitare, il y a déjà cette musique qui est imprégnée, il y a déjà tout ce transfert de musique que nous avons eu au travers des époques. Donc c'est assez simple et on y amène une touche personnelle, chaque musicien amène sa part, comme ça se faisait à l'époque. Les plus grands poètes du Xe et du XIIIe siècle sont à l'honneur dans le chant de Souad Massy. C'est avec leurs textes que l'héritage politique d'Al-Andalus se transmet. Les trois religions du livre ensemble dans l'art et la culture, c'est le message du califat de Cordoue. Je m'inspire de cette ville et j'ai envie de créer une actualité. J'ai envie de provoquer des choses, d'inviter les gens à la réflexion. À cette époque-là, au Xe siècle, XIe siècle, les gens arrivaient à travailler la main dans la main malgré leurs différences. Pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui ? La tournée du spectacle et de la réflexion se poursuit. L'enregistrement est annoncé pour très bientôt. Et je vous propose de rester du côté de l'Espagne pour une exploration originale. Un voyage souterrain, une découverte pour le moins étonnante car c'est tout un pan de l'histoire qui se révèle à la frontière espagnole. Vous allez voir que sous la chaîne des Pyrénées se cachent des centaines de galeries creusées à l'époque de Franco, des bunkers que l'on peut désormais visiter. C'est en 1939 que Franco décide de construire quelques 6000 bunkers le long des Pyrénées, une barrière défensive militaire appelée ligne P. Objectif empêcher une invasion de l'Espagne par les Alliés, mais également par l'armée allemande dont se méfie Franco. Bien que l'histoire explique que Franco et Hitler marchaient main dans la main, Franco se méfiait du dictateur allemand. C'est pourquoi il ordonne la construction de bunkers. C'est la première étape de l'organisation défensive des Pyrénées, connue sous le nom de la ligne P. Ici à la Jonquère, 13 de ces bunkers ont ainsi été restaurés par des bénévoles.
Donc ici on a reconstitué la chambre avec le lit superposé. Et derrière, dans ce recoin, on gardait les munitions et la nourriture. Les soldats pouvaient vivre ici seuls pendant un temps assez long. En 1944, devant la victoire imminente des Alliés contre l'Allemagne nazie et la montée en puissance des maquis républicains côté français, Franco décide de construire des bunkers plus petits et ainsi les multiplier. Finalement, l'invasion de l'Espagne n'aura pas lieu et ces forteresses catalanes ne serviront jamais. L'État espagnol les abandonnera définitivement au début des années 80. Et si l'on allait sur la Côte d'Azur, dans le Var, découvrir l'un de ces joyaux méconnus, un bout d'Afrique qui s'est détaché il y a des milliers d'années en Méditerranée. Le massif de l'Estérel, c'est une lumière unique et des couleurs sublimes, un sanctuaire sauvage, il est d'ailleurs classé comme tel, loin des tumultes de la ville. Une palette de couleurs éclatantes, à perte de vue. Du rouge, du vert, du bleu. Le massif de l'Estérel offre un tableau unique en France continentale. Et c'est à l'heure où le soleil tombe que le paysage est le plus insolite. Le rocher Saint-Barthélemy devient alors le rendez-vous des promeneurs, entre contemplation et méditation. Le rouge de la montagne qui tombe à pic dans la mer, c'est différent, particulier. Je ne penserai pas un instant de retourner en Angleterre, parce que c'est joli ici. C'est la diversité, c'est les couleurs qui sont vivantes et c'est surtout la lumière qui fait sortir les couleurs. Le spectacle ne dure qu'une poignée de minutes, juste le temps de réveiller quelques souvenirs. On se croirait un petit peu dans le Grand Canyon, ça rappelle un peu Vegas, ça rappelle toutes ces vacances. Loin du tumulte habituel de la Côte d'Azur, qu'on vienne de Nice ou d'un peu plus loin, c'est surtout d'une atmosphère reposante qu'on profite. Les paysages sont très beaux, très évocateurs. Pour moi, c'est fantastique ici. L'histoire de l'Estérel remonte à la formation de la mer Méditerranée. Il y a 300 millions d'années, l'Afrique se détache. Une partie devient la Corse, l'autre, l'Estérel, rejoint le continent et offre, quelle que soit la saison, un havre de paix. Ah ben, voilà. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, il suffit de regarder, quoi. Voilà, magnifique. Plus loin de la mer, le massif, c'est aussi une immense forêt de chênes-lièges, de chênes verts et de pins. Au sommet du mont Vinaigre, le point culminant à 620 mètres d'altitude, on observe une faune et une flore protégées. Une végétation menacée l'été par les incendies. Alors il y a 20 ans, l'Office national des forêts s'est lancé dans le sylvopastoralisme. Toute l'année, un troupeau de 200 brebis arpente l'Estérel et ses couloirs d'incendie pour nettoyer le sol. Les brebis, elles entretiennent le travail de l'homme, comme ici sur cette parcelle coupe-feu, qui a été donc passée au broyeur au printemps dernier. Le troupeau va, par son pâturage, maintenir la repousse d'herbes et puis de certaines broussailles. Un massif qui a donc su demeurer à l'état sauvage et que l'on peut admirer du ciel, de la mer, de la corniche ou depuis l'un des nombreux sentiers qui traversent la forêt de l'Estérel. Et en parlant de mers et de merveilles, on se quitte avec une plongée dans un monde microscopique absolument extraordinaire, celui du plancton. On ne le sait pas, mais il est à l'origine de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Les scientifiques en ont répertorié 250 000 espèces. On vous offre donc les images de ces créatures grossies des milliers de fois au microscope. Au revoir, passez une très belle semaine.